Bonjour, tout d'abord je tiens à remercier professeur Taha Kourt, qui est quand même doyen de l'université de Béjaïa, donc de la faculté de technologie, qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici à l'université de Béjaïa pour justement animer une conférence dédiée donc à une de mes thématiques actuelles de recherche. Donc je vais vous présenter aujourd'hui effectivement l'incidence des enveloppes végétales sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments et sur le microclimat urbain. Donc je vais vous proposer donc une des solutions possibles pour réduire la facture énergétique des bâtiments et donc la facture aussi donc ou l'incidence environnementale aussi donc des bâtiments. Excusez-moi. Tout d'abord, donc, rapidement, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un peu le contexte général de l'étude. Puis, je vais rapidement, donc, je sais que vous ne devez pas être très on va dire à l'aise et très demandeur des équations, donc je vais défiler ou passer très très rapidement la partie, on va dire, calcul ou modélisation. Je vais vous présenter par contre tout ce qui est expérimental, je vous le présente en détail, et donc que ce soit au niveau expérimental, je vais m'atteler à vous présenter et la caractérisation expérimentale qui permet de définir les principales propriétés des matériaux, les propriétés intrinsèques qui seront par la suite utilisées comme données d'entrée des modèles de prédiction qu'on utilise, pour justement évaluer l'incidence de ces couvertures végétalisées, donc des parois végétalisées, sur le bâtiment. Je m'intéresse donc à différentes échelles, à l'échelle du composant, enveloppe. L'enveloppe, donc ça peut être un mur, ça peut être un toit. Je m'intéresse aussi à l'échelle du bâtiment entier, et je m'intéresse aussi à l'échelle d'un quartier, voire une ville. Je regarde ce qui se passe à l'échelle d'une ville. Et donc je vais donc par la suite et tout à la fin vous présenter quelques conclusions relatives à l'étude qui a été donc menée à La Rochelle. Au niveau du contexte, pourquoi donc on s'intéresse à ces couvertures végétales, donc aux ces parois végétalisées. Il faut savoir que la plupart d'entre vous, c'est des architectes. Si on veut, on sera amené, donc vous serez amené dans pas longtemps à concevoir des bâtiments, et en concevant le bâtiment, vous allez donc essayer de mettre en valeur l'aspect esthétique avant tout, l'aspect aussi fonctionnalité du bâtiment. Il faut savoir qu'on passe globalement plus de 80% du temps, nous autres, on les passe à l'intérieur des espaces, que ce soit donc chez nous ou au travail, donc ou ici donc à l'université. D'où l'importance d'assurer un confort optimum à l'intérieur des ambiances. C'est ce qu'on recherche, assurer le confort. Le confort, c'est un confort thermique, lumineux, acoustique, olfactif aussi, assurer une ambiance saine. Et donc, pour justement donc assurer ce confort, on a deux possibilités. La première possibilité, donc c'est beaucoup plus votre travail et votre métier, c'est d'essayer d'optimiser donc la conception architecturale du bâtiment, de telle sorte que ce bâtiment soit donc proche de la zone de confort. Et on va essayer de privilégier l'utilisation des techniques qui sont en fait peu gourmandes en termes d'énergie, puisque l'énergie, donc si on utilise de l'énergie, nécessairement, il y a un impact
et sur la facture, et sur donc la facture énergétique, et sur la facture environnementale. Hein, donc on essaye, coûte que coûte, de mettre en avant des solutions, hein, donc entre guillemets naturelles ou passives, ou à faible coût énergétique. Et si ces techniques-là, ou si c'est avec l'utilisation de ces techniques, on n'arrive pas à combler les besoins de chauffage et de conditionnement d'air, donc ou de climatisation, à ce moment-là, donc on va essayer d'utiliser d'autres techniques qui sont au fait qui vont donc consommer de l'énergie. Et on va essayer de minimiser la consommation d'énergie. Donc vous avez grosso modo, donc pour assurer le confort, vous avez deux solutions. La première, c'est une solution qui va consister à optimiser la conception. Hein, donc, et la deuxième, donc, c'est vous allez donc assurer, donc apporter un correctif en utilisant des systèmes de climatisation ou de chauffage, donc climatisation d'été et d'hiver. Donc, pourquoi justement donc essayer de mettre en avant des solutions à faible coût énergétique? Il faut savoir que le bâtiment consomme, est très gourmand en termes d'énergie, puisque le poids du bâtiment représente 40% de la demande énergétique globale. Ça, c'est au niveau européen. Et il est responsable de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, il y a 21% à l'échelle, on va dire, mondiale. Il y a 36% à l'échelle européenne. En Algérie, je ne sais pas donc quels sont les chiffres, mais ils doivent être, à mon avis, donc au moins autour de 30%, voire plus. D'où donc l'importance d'assurer une performance énergétique de ces bâtiments, assurer le confort des occupants, tout en respectant bien entendu les exigences réglementaires. Hein, et il faut savoir que aussi donc le bâtiment a un effet direct sur le microclimat urbain. Et le microclimat urbain, donc vous savez ce que c'est ou pas, non? Donc il a on va par la suite essayer de définir tout ça. Donc à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, vous allez avoir le phénomène d'îlot de chaleur urbain qui sera caractérisé par une augmentation de la température dans les zones urbaines, à l'intérieur de la ville, en un mot. Et donc vous allez relever, donc on a relevé expérimentalement des différences de température entre le centre-ville et l'extérieur de la ville qui peut dépasser 10 degrés. Ce qui est très très significatif. 10 degrés, donc on les a enregistrés à Athènes, qui est une ville assez, pour ne pas dire très polluante. Hein. Et c'est dû à quoi? C'est dû notamment à la rugosité, donc à la forme architecturale, on va dire, des bâtiments, hein, à la morphologie, donc d'une façon générale de la ville, et aussi donc au problème de perméabilité ou l'imperméabilité des matériaux qui sont utilisés, puisqu'on utilise essentiellement des matériaux classiques de construction. Donc c'est des zones qui sont dépourvues de végétalisation. Et aussi donc vous avez donc aussi un phénomène de chaleur anthropique. Vous savez ce que c'est une chaleur anthropique ou pas? Moi non plus. Donc la chaleur anthropique, c'est au fait tout ce qui est généré par l'être humain. D'accord? Toutes les sollicitations qui sont dues à la présence des humains. D'accord? Donc tout ça, ça peut être le transport, les véhicules, hein, le trafic automobile, ça peut être l'utilisation de la climatisation dans les bâtiments. Ça rentre dans ce qu'on appelle le mot anthropique.
Donc vous avez appris au moins un mot. Donc à la fin de la conférence, j'espère que vous allez retenir au moins le mot anthropique. Donc je suis venu de La Rochelle pour vous apprendre ce mot-là. Bon, je vais ici, donc je vais essayer de vous présenter l'intérêt d'utiliser de la végétalisation, que ce soit en toiture ou aussi à l'échelle, au niveau des façades. Et on peut étendre ça aussi à l'échelle d'une ville, c'est-à-dire que privilégier l'utilisation de jardins ou des espaces verts. Donc si on raisonne, donc ça dépend ce que on souhaite montrer ou solutionner comme problème. On va essayer de voir un peu la finalité d'utiliser des espaces verts. Donc que ce soit au niveau du bâtiment ou à l'extérieur du bâtiment. Donc grosso modo, vous savez ce que c'est. Donc, vous voyez donc l'image d'un toit végétalisé ou un bâtiment végétalisé, donc avec une façade et aussi donc la toiture. Et là, ce que je vous ai présenté, vous voyez ici, là c'est une image satellite de la répartition de la température à l'échelle d'une ville. Là, on est donc au milieu de la ville, et là, à l'extérieur de la ville. Plus donc on a une couleur qui tend vers le rouge, plus on a une température élevée. Vous voyez que on a des écarts de température qui sont très significatifs entre le centre-ville et l'extérieur de la ville. On qualifie ça de phénomène d'îlot de chaleur urbain. D'accord. Toujours, la définition de la végétalisation en toiture ou en façade. Grosso modo, on parle de deux techniques de végétalisation. On parle de végétalisation intensive et végétalisation extensive. Intensive, pour ne pas tourner autour du pot, c'est un jardin. On utilise essentiellement des épaisseurs relativement importantes. Et l'extensive, c'est au fait le toit végétalisé, où on a des épaisseurs de l'ordre de, on va dire, de maximum 10 cm. D'accord. Et au fait, ça, bien, quand je parle intensive, extensive, nécessairement, c'est pas tout à fait les mêmes végétaux qu'on utilise, c'est pas les mêmes plantes qu'on utilise. L'extensive, on utilise des plantes qui sont très résistantes à la chaleur. Donc on parle essentiellement des sédums et des graminées. Et l'intensive, c'est les différentes plantes grimpantes ou les plantes, on va dire, classiques. Donc, Monsieur le Président, donc ou bien donc, on adopte. Il y a deux possibilités. Ou bien donc l'échange se fait. On le fait à la fin. D'accord. Donc bon, c'est lui le chef. Moi, j'obéis. Je vais maintenant essayer de m'intéresser un peu donc j'essaie de mettre en avant les avantages procurés par l'utilisation justement de la végétalisation au niveau du bâtiment. Je suis quelqu'un qui travaille sur les aspects, on va dire, énergétiques et thermiques, et d'une façon générale, je m'intéresse au bâtiment. Donc c'est pour ça que j'ai l'étiquette de quelqu'un qui est au département génie civil, mais je suis plutôt énergéticien, donc je ne travaille pas sur les structures du bâtiment. Je suis pas très bon dans ces aspects-là. Donc, je vais donc essayer de mettre en avant les avantages ou les bénéfices énergétiques que procure une toiture végétalisée ou une façade aussi végétalisée. Et on va essayer ça c'est si on fait un peu une étude bibliographique, où on va sur Wikipédia ou donc sur Internet, on a tous Internet, on va sûrement trouver ces avantages-là. Mais je vais par la suite faire mon métier de chercheur et essayer de voir si réellement
ce que je dis là est correct ou pas. Donc je vais vérifier ça et par la mesure, expérimentalement, et aussi par les outils, on va dire, entre guillemets, mathématiques, par la modélisation mathématique. Donc, une toiture végétalisée réduit les besoins thermiques du bâtiment. Et bon, c'est essentiellement, quand je dis besoin thermique, et l'hiver et l'été. Bon, et on va voir que c'est beaucoup plus valide l'été et moins donc l'hiver. On va essayer de voir ça. Mais globalement, mettre une toiture végétalisée, si je compare un bâtiment classique, un bâtiment et le même bâtiment avec un toit végétalisé, je vais payer moins de... la facture, donc, on va dire, d'électricité sera donc moindre avec un bâtiment avec toit végétalisé. Il y a nécessairement aussi donc un aspect sur le confort intérieur des occupants, et aussi donc il y a aussi un aspect sur la durabilité des membranes d'étanchéité qu'on utilise au niveau des toitures. C'est au fait, c'est tout simplement, donc quand on a une toiture végétalisée, on va se rendre compte que la température de surface d'un toit végétalisé est nettement inférieure à un toit classique en béton ou un toit avec du bitume. Si on prend une température qu'on rencontre souvent l'été et même le printemps et éventuellement l'hiver ici à Béjaïa, on a les températures 30 degrés, c'est pas quelque chose de qui est impressionnant. Donc on rencontre souvent cette température de 30 degrés. 30 degrés, température extérieure de 30 degrés. Si on regarde la température de surface, on mesure la température de surface d'un toit végétalisé, on va avoir une température qui frôle les 30 degrés aussi. Par contre, on prend un toit en béton, on va avoir plutôt autour de 55 à 60 degrés. Bitume, autour de 80 degrés. Donc ça, ces températures-là, ils vont donc avoir un effet direct sur la membrane d'étanchéité. On va avoir, et au fait, on va dire, la répercussion de la fluctuation de température, puisqu'on va avoir des températures, tantôt on va avoir du 80 et tantôt on va avoir du 20, ces fluctuations ou ces amplitudes-là vont agir sur la durabilité de cette membrane-là, donc la durée de vie de cette membrane sera très très limitée. Et si j'utilise maintenant un toit végétalisé, on va voir que l'amplitude, elle sera donc pratiquement plate. On a une toute faible amplitude, ce qui va donc avoir un effet donc direct sur la durée de vie. Donc la durée de vie de la membrane, dans le cas d'une toiture végétalisée, sera donc nettement plus importante. Toujours donc au niveau des bénéfices. Vous avez aussi donc, si je couple l'utilisation d'un toit végétalisé avec un système de climatisation, vous devez avoir des systèmes de climatisation en toiture. Donc, on va avoir donc un effet direct sur la température de retour et aussi donc sur la performance du système de climatisation, le rendement du système ou l'efficacité du système de climatisation. Et aussi, il est de même si on utilise des capteurs photovoltaïques. Si on s'intéresse au rendement d'un capteur photovoltaïque, ce rendement-là, il est étroitement lié à la température de votre capteur. Et on montre qu'on a un rendement optimum autour de 25 degrés de température, entre 25 et 30 degrés.
l'utilisation d'un toit végétalisé, donc comme je vous ai donné l'exemple, un toit végétalisé, on va avoir, dans la majorité des cas, des températures qui seront moins de 30 degrés. D'où, au fait, un effet direct sur le rendement de ces capteurs-là. Je vous ai évoqué aussi tout à l'heure l'effet aussi sur l'îlot de chaleur urbain, donc qui est caractérisé. Donc là, c'est une courbe. Vous voyez, donc là, on est entre guillemets au centre-ville et ici à l'extérieur de la ville. Vous voyez, donc ça, c'est un profil typique de la température qu'on rencontre à l'échelle d'une ville. On a donc un pic qui est au centre-ville. Et la température diminue, plus on s'éloigne du centre-ville, plus la température diminue. Ça, c'est on a aussi vérifié ça expérimentalement. Le toit aussi végétalisé, ça fait office aussi d'une éponge. Hein. C'est une éponge donc, qui va réguler les eaux pluviales. Donc, il va éviter les problèmes d'inondation. D'accord ? Ils sont souvent rencontrés dans nos pays. Donc, l'utilisation de ces toits-là, donc, quand on a de très fortes précipitations, on va avoir, donc, le toit, il va absorber une quantité importante d'eau et il va donc la drainer au fur et à mesure. Donc, on va éviter les pics hein, de précipitation. Il y a aussi donc, au fait, les toits, donc on montre que la végétalisation capte des espèces polluantes, surtout les polluants, on va dire les polluants donc particulaires. Et il y a aussi un effet sur l'isolation acoustique. En un mot, donc, bon, si on utilise le toit végétalisé, on va solutionner tous les problèmes qu'on a. Il y a aussi donc un aspect de captage de CO2 et aussi la photosynthèse. Donc avec le processus de photosynthèse, on va transformer le CO2 en oxygène. Il y a une contribution à la biodiversité, donc à toute forme d'espèces, on va dire, qu'on rencontre autour de la végétalisation. Et normalement, je devais commencer par l'aspect esthétique, puisque bon, l'aspect esthétique est aussi omniprésent quand on utilise de la végétalisation. Alors, donc quelques on va dire, exemples d'utilisation de végétalisation dans un certain nombre de villes ou de pays et les lois qui vont encourager l'utilisation de ces systèmes-là. Donc, à Copenhague, par exemple, on a obligation d'utiliser des toits verts pour des bâtisses dont l'inclinaison est inférieure à 30 degrés. Toronto, c'est bon. On a aussi donc on doit utiliser au moins 20% de la végétalisation au niveau de la surface de maisons ou de appartements ou bureaux. Paris, donc ça c'est pas uniquement des aspects qui sont liés à la thermique. Hein. Il y a l'aspect donc les différents aspects que je viens d'énumérer, à savoir donc l'aspect énergétique au sens large, aspect on va dire esthétique, aspect environnemental. C'est surtout l'aspect environnemental qu'on essaie de mettre en avant. Paris, en France, on privilégie l'utilisation de toits aux murs végétalisés. À chaque fois qu'on demande un permis de construire, si on ne prévoit pas un espace végétalisé, donc un jardin, à ce moment-là, donc, on est contraint d'utiliser donc ou bien un toit, ou bien un mur végétalisé. Et ça,
pour Paris, je connais bien mieux que bon, les autres, c'est essentiellement par rapport à la gestion de l'eau, ce que je viens d'énumérer, donc pour éviter les problèmes de, donc, quand on a des fortes précipitations, on a un risque d'inondation. Comme les circuits d'évacuation, ils sont donc conçus au préalable, on ne peut pas agir sur ces circuits-là, donc on va essayer d'agir plutôt sur les nouvelles constructions, pour éviter justement ce problème d'inondation. Donc il y a aussi donc, les Berlins. Béjaïa, je ne sais pas trop, mais bon, ça va venir. À partir de demain, à mon avis, donc il y aura... Là maintenant, je vais essayer de rapidement essayer de passer à l'aspect, on va dire, modélisation. Pourquoi je fais de la modélisation? Pour mieux déjà comprendre les mécanismes associés donc à l'existence d'un toit vert ou à une façade végétalisée, et pour pouvoir prédire correctement ce qui se passe à l'échelle de, on va dire, d'un toit ou d'un mur, ou à l'échelle d'un bâtiment, ou à l'échelle d'un quartier. Donc, comment je vais aborder le problème, hein? Donc, je vais essayer d'aller vite sur ces aspects-là. Je sais que ça vous intéresse un peu moins. Donc, si je suis amené à modéliser, donc à étudier, on va dire, là j'ai pris le cas d'un toit végétalisé, je vais essayer de mettre en avant tous les phénomènes associés à ce toit. Donc essentiellement, c'est des phénomènes que vous avez sûrement étudiés. Donc je vais donc prendre en considération tous les échanges thermiques, les échanges sensibles et latents. Vous savez, le sensible et le latent. Après, donc, monsieur Talacourt, c'est lui qui vous fait le cours ou pas? Non, c'est pas lui. Bon. Donc, vous allez lui poser la question. L'échange latent et l'échange sensible. Vous savez ce? Vous savez, donc, bon, parfait. Donc l'échange sensible, c'est bon, l'échange thermique, j'entends. Vous avez donc globalement on a un échange ou bien par conduction, ou bien par convection, ou bien par rayonnement. Et dans le rayonnement c'est là où ça se complique un peu. C'est le rayonnement où on a, selon la longueur d'onde, on parle de rayonnement grande longueur d'onde et courte longueur d'onde. D'accord? Le rayonnement solaire, il est court ou lent? Court ou grande longueur d'onde? Vous avez une chance sur deux de vous tromper. Allez-y, dites-moi. Si vous me dites grand, je vous dis court. C'est court ou grand longueur d'onde? Vous avez... Non, c'est court. Je vous ai dit, vous avez une chance sur deux. Donc c'est plutôt... court, donc c'est des radiations courte longueur d'onde. C'est-à-dire que vous avez la longueur d'onde, elle est inférieure, on va dire, grosso modo à 0,25 micromètres. Et ça a une incidence directe. Si on regarde le coefficient de transmission, des radiations pour, par exemple, un vitrage, on se rend compte que si on mesure ce coefficient, il est autour de 0,9, justement pour les courtes longueurs d'onde, et il va donc chuter pour prendre la valeur 0 au-delà de 4 micromètres, c'est-à-dire dans les grandes longueurs d'onde. Et quelle est au fait l'incidence de tout ça? C'est tout simplement, donc on va parler de phénomène de l'effet de serre. Vous savez ce que c'est l'effet de serre? Donc l'effet de serre, il est caractérisé par quoi? Vous avez toutes les radiations courte longueur d'onde, elles pénètrent à l'intérieur d'un local ou d'un habitacle de voiture, quand on est au fait en plein chaleur.
Et donc, il faut savoir que tous les matériaux qui sont utilisés dans la nature, ils vont émettre, diffuser donc, ou émettre ou réfléchir des radiations qui sont de grande longueur d'onde. Ce qui fait que le coefficient de transmission, il sera tout le temps nul. Donc on aura un effet d'emprisonnement de la chaleur, c'est-à-dire tout rentre et rien ne sort. Et c'est pour ça que on qualifie ça donc de l'effet de serre, qui va se caractériser par une augmentation de la température. On le voit si on laisse, si on a une voiture, on la laisse quelques heures en plein soleil, on va au retour, on va avoir donc une température très très élevée et insupportable. Et on peut parler de l'effet de serre à l'échelle d'une planète aussi. C'est strictement le même phénomène. Ah, j'essaie un peu de... Ah, donc, je parlais de rayonnement court et grande longueur d'onde. Donc, je prends en considération tous ces phénomènes-là. Je vais les écrire sous forme d'équations. Donc, je fais... donc là, donc, c'est pas très important. Je vous parle uniquement du principe. Je vais essayer de faire un bilan. D'accord? Un bilan d'énergie. D'accord? Je dis qu'il y a une conservation donc d'énergie. Rien ne se perd. Il y a une transformation, il n'y a pas de... Et donc, j'écris donc ce bilan d'énergie à l'échelle du feuillage et à l'échelle du substrat. Je n'ai pas parlé de substrat, c'est au fait le sol qu'on utilise dans les toitures végétalisées, on qualifie ça de substrat. C'est pas en fait un sol classique, hein, c'est pas un sol classique, mais c'est un sol qui présente des avantages, surtout sur les aspects rétention d'eau. Donc j'écris donc ces équations-là. En établissant ces équations-là, j'arrive donc au final à avoir donc un modèle thermique et aussi donc je prends en considération un modèle d'échange aussi massique ou hydrique. Hein, il y a l'aspect humidité, on a parlé de la gestion de l'eau qui est quand même très importante. Donc j'écris aussi un bilan massique qui consiste à dire que tout l'échange qu'on a, en fait, toute la modification en termes de quantité d'eau au niveau du substrat, elle est due ou bien à l'arrosage, A c'est l'arrosage, P c'est précipitation, D c'est drainage, et E c'est l'évapotranspiration. Vous savez ce que c'est l'évapotranspiration? C'est l'évaporation plus transpiration. L'évaporation, c'est l'évaporation du sol, du substrat. La transpiration, c'est celle relative à la plante. C'est lié directement à la plante. L'évaporation, c'est lié directement au substrat. Donc, en ayant en fait établi le bilan d'humidité ou de massique, le bilan thermique, j'intègre tout ça pour pouvoir, au final, avec des méthodes itératives, résoudre les équations que je vous ai présentées et arriver au final à déduire, on va dire, ce qui nous intéresse, c'est essentiellement donc l'état hydrique, la teneur en eau, au niveau du substrat, le profil de la teneur en eau et le profil de température. Et je peux donc, en ayant ça, avoir déterminé les flux de chaleur, l'énergie donc associée, donc qu'on va avoir, donc l'énergie qui transvase ou qui traverse un toit. Mais si on revient sur justement la partie modélisation, elle fait apparaître un certain nombre de... Vous voyez, au niveau de chaque terme, vous avez des facteurs multiplicatifs. Hein, vous avez des facteurs multiplicatifs, vous avez un taux, rho, vous avez quelque part, alors donc les epsilon,
vous avez aussi le lambda, la conductivité thermique. En un mot, vous avez un certain nombre, vous avez le Hg, vous avez un certain nombre de facteurs multiplicatifs qui apparaissent dans les équations. Et ces facteurs-là, ils sont tout simplement issus des propriétés intrinsèques des matériaux. D'où l'importance, justement, de caractériser ces matériaux qu'on utilise. J'entends par matériaux, on a un complexe constitué et de substrats, d'un sol, d'un matériau, et aussi des espèces vivantes qui sont les plantes. Donc il faut caractériser ces deux aspects-là. Et la caractérisation permet justement d'alimenter le modèle en paramètres d'entrée qui sont fiables, qui sont donc proches de la réalité, puisque vous pouvez avoir un modèle qui peut être très très fin et très très précis entre guillemets, mais si vous l'alimentez en données qui sont loin de la réalité, vous allez avoir des résultats qui vont être très 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 éloignés de la réalité. C'est-à-dire que quand vous faites des mesures, vous allez avoir des écarts considérables. Alors donc là, je vais vous présenter rapidement la caractérisation des principales propriétés. Donc là, donc c'est un travail qui a permis de réaliser une analyse hydrologique et organique de substrat. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait par des gens essentiellement des gens qui travaillent sur l'aspect, on va dire, botanique et aspect donc matériaux, pour pouvoir trouver la meilleure composition de substrat qui sera donc retenue pour justement optimiser l'efficacité du toit vert. Et là, donc, c'est là, ce que je vous présente, c'est un certain nombre. Donc, j'ai retenu donc 2, 4, 5. J'ai 5 compositions. J'ai 5 substrats. J'ai essayé de voir un peu le comportement de ces substrats, les propriétés de ces substrats, pour en dégager donc la meilleure formule. Donc, j'ai retenu donc le X061 par rapport aux propriétés essentiellement de rétention d'eau, donc que procure cette composition-là. Et pour ne rien vous cacher, c'est aussi donc c'est par rapport au fait que c'est justement c'est le substrat qui est utilisé par le partenaire qui nous a aussi mis à disposition ou donc le toit donc au niveau de plateforme expérimentale que je vais vous présenter et aussi au niveau des bâtiments qu'on a, enfin des bâtiments réels qu'on a étudiés. Donc en l'occurrence Soprema. Soprema c'est le leader mondial de l'étanchéité. Rapidement, donc, alors, en termes de caractérisation, on fait une caractérisation structurale ou plutôt microstructurale. Par exemple, on recourt à l'utilisation de techniques de porosimétrie à mercure ou porosimétrie à l'eau pour pouvoir avoir la microstructure, c'est-à-dire que là, on va avoir la répartition, on va avoir donc et la porosité du matériau et la distribution de la taille des pores au niveau de la structure. Ceci me permet par la suite d'établir les équations à l'échelle microstructurale et pouvoir donc, puisque l'échange par exemple de chaleur et d'humidité essentiellement de masse ait lieu donc au niveau à l'échelle donc à l'échelle des pores, pardon. À l'échelle on considère qu'en général la structure, le squelette, on va dire, et on n'a pas au fait d'échange au niveau de la matière solide. On a des échanges au niveau des pores.
On a donc aussi donc de la caractérisation hydrique. On utilise essentiellement donc des techniques permettant d'avoir la relation entre l'humidité relative et la teneur en eau. L'humidité relative, c'est une propriété, on va dire, de l'air, et la teneur en eau, c'est une propriété du matériau solide. Donc on va relier donc ces deux propriétés. Il y a aussi donc la caractérisation thermophysique, et j'entends en fait par la caractérisation thermophysique, c'est essentiellement déterminer la conductivité thermique. Vous connaissez ce que c'est la conductivité thermique, hein, c'est l'aptitude du matériau à conduire de la chaleur. Plus cette grandeur-là est importante, plus on a affaire à un volant thermique, c'est-à-dire un matériau qui conduit très bien la chaleur. Et plus la valeur de la conductivité est faible, plus on parle d'isolant thermique. On essaie donc dans le bâtiment de privilégier l'utilisation de matériaux isolants. Hein. Puisque si on a un matériau isolant, il ne va pas perdre la chaleur. Donc il a cette aptitude à garder la chaleur. Je vais aussi parler de l'aspect évapotranspiration qu'on ne rencontre pas dans les matériaux classiques. Dans les matériaux classiques, je peux parler de l'évaporation, mais il n'y a pas la transpiration. La transpiration, c'est une propriété intrinsèque de la plante. D'accord ? Et ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi optimiser l'utilisation des plantes. C'est-à-dire trouver la meilleure plante. Quelle est au fait la meilleure plante? C'est par rapport aux propriétés qu'elle procure. C'est pas par rapport à l'esthétique. La propriété, c'est essentiellement donc justement donc la transpiration. Donc j'essaye de trouver l'optimum entre le substrat et la plante. Et comment je le trouve? Via donc la détermination de l'évapotranspiration. Si j'ai l'évapotranspiration, si elle est importante, nécessairement, je vais avoir une répercussion sur la performance énergétique du toit végétalisé ou de la façade végétalisée. Il y a aussi un travail qui a été fait sur l'effet d'utiliser de l'eau, on va dire, on appelle ça l'eau grise, hein, c'est ça, l'eau grise. En fait, l'eau qui n'est pas propre, hein, sur la performance, on va dire, de la végétalisation. Et ça, c'est un travail qui a été fait aux États-Unis, à l'université de Portland. Et c'est une préoccupation donc américaine, puisque donc aux États-Unis, on a constaté que, en fait, la consommation donc d'eau était importante, et on essayait de voir si on pouvait donc contourner le problème en utilisant si on pouvait assurer l'irrigation avec de l'eau qui n'est pas au fait propre, hein, donc de l'eau grise. Si au fait on perdait donc sur la performance énergétique ou pas. D'accord? C'est au fait l'eau qu'on utilise par exemple quand on prend des douches ou hein, donc quand on se lave les mains. Est-ce que donc cette eau-là, est-ce que donc on va l'évacuer naturellement ou est-ce qu'on ne peut pas éventuellement l'utiliser pour l'irrigation et pour justement améliorer donc pour contribuer à assurer donc l'arrosage, on va dire, des plantes. Rapidement, donc je vous présente, ça c'est le dispositif qui a été utilisé pour mesurer la conductivité thermique des substrats. Ici, oui. Ici, vous avez votre échantillon, et ça, c'est au fait la centrale de mesure qui est reliée à un ordinateur pour assurer donc une mesure continue et automatique. Et excusez-moi, ça c'est le capteur qui a été utilisé pour justement mesurer la conductivité thermique.
Alors, ce qu'on constate, il faut savoir que, d'une façon générale, pour ceux qui font un peu de calcul ou de simulation dans les bâtiments, dans les bureaux d'études par exemple, on utilise, dans la majorité des cas, on considère que la conductivité est constante. Si on se réfère au document technique unifié, le DTU nous donne des valeurs pour chaque matériau. On a une valeur de conductivité et c'est une valeur qui est issue d'une mesure dans des conditions sèches, c'est-à-dire le matériau il est sec. Nous, on a essayé de voir donc l'évolution de cette propriété. Est-ce qu'il y a une évolution? Bien entendu, on la voit. Donc, il y a quand même une variation ou une évolution significative de cette propriété en fonction de l'état hydrique de notre matériau. On voit que les valeurs... Ah là, j'utilise en anglais, hein, donc bon, j'ai pas fait l'effort de traduire. Mais bon. Donc, on constate que la conductivité thermique dans les conditions sèches, à 0%, c'est ça les conditions sèches, elles sont donc similaires à celles qu'on rencontre pour les matériaux isolants. C'est-à-dire, le substrat se comporte comme un isolant. On a une conductivité qui est autour de 0,04 watts, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Par contre, plus on augmente la teneur en eau, plus la conductivité augmente. Mais bon, on voit que pour certains matériaux ou substrats, cette augmentation n'est pas très significative, c'est-à-dire qu'on est au maximum, là, autour de 0,3. Un béton lourd, c'est la conductivité d'un béton lourd à l'état sec, c'est combien? 1,75, c'est ça. Du plâtre, c'est autour de 1. Donc, au fait, les matériaux, on va dire, les matériaux qu'on utilise souvent dans la construction, ils disposent d'une conductivité à l'état sec de l'ordre de 1. D'accord, le bois, c'est 0,5. Mais bon, on n'utilise pas beaucoup le bois ici. Donc, vous voyez que les substrats qu'on utilise, ils ont quand même une propriété assez intéressante en termes de conductivité thermique donc par rapport à la conduction de chaleur. Donc, les substrats ne sont pas très conducteurs de la chaleur. Là, je vous ai parlé justement de la mesure de l'évapotranspiration. Ça, c'est un travail qui a été réalisé aux États-Unis, hein, donc à Portland State University. On a utilisé ici, donc, on a une soufflerie. On a mis tantôt des toits, des bacs, pardon, avec une toiture végétalisée, c'est-à-dire avec un substrat et des plantes. On a mis aussi des bacs avec uniquement du substrat, du sol, hein, le sol. Et aussi, on a mis des bacs vides. Ceci a permis, donc, au final, nous a permis, là vous voyez, donc ici, par exemple, vous avez le bac dépourvu de plantes, et ici, donc, vous avez le bac avec des plantes. Et ceci, donc, nous a permis ici d'avoir l'évaporation, et ici d'avoir évaporation plus transpiration. Et en faisant la différence, on pouvait donc déduire la part qui était dédiée uniquement à la plante, c'est-à-dire à la transpiration. Donc les résultats qu'on a obtenus, donc on a fait un certain nombre d'essais. Hein, on a changé à chaque fois, donc on changeait donc les bacs qu'on utilisait. Donc ici vous voyez donc 12 heures après, 24 heures, 36 heures, 48 heures. Donc ici c'est des bacs
sans végétation. Et ici, c'est avec. Et on a regardé ici la résistance thermique. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la résistance thermique est d'autant plus importante qu'on a affaire à des bacs sans plantes. Donc plus on a de la végétalisation, plus la